Bien, si vous voulez bien vous installer, on va démarrer cette soirée, donc à laquelle je suis heureux de vous accueillir et de vous voir aussi nombreux, ce qui signifie que le sujet qui va vous être présenté suscite beaucoup et un grand intérêt. Je remercie bien sûr sincèrement M. Falconet d'avoir accepté de venir partager sa passion de l'archéologie avec nous. Nous nous connaissons depuis de nombreuses années, nos chemins se sont croisés de temps en temps, et c'est avec plaisir que je vous retrouve ce soir, à titre personnel aussi. Mais avant de vous présenter et de lui passer la parole, je vais vous donner quelques informations de notre association Place Publique. Habituellement, je le fais en fin de conférence, par politesse, mais ce soir, je vais être obligé de m'absenter avant la fin de cette rencontre, dans la mesure où le conseil municipal qui était prévu jeudi prochain a été avancé à ce soir. Donc il a lieu à 19h30, je vais partir vers 19h15, 19h20, et je pense que la conférence ne sera pas terminée. Donc parmi les nouvelles que je voulais vous donner, elles sont dans l'ensemble plutôt bonnes. La première, c'est que notre collectif citoyen, Place Publique, qui vous accueille ce soir, réunit aujourd'hui 207 adhérents. Et donc il a ainsi dépassé le cap des 200 qu'il s'était fixé l'année dernière, ce qui est plutôt un bon signe et réconfortant sur la légitimité de notre action. Alors pour celles et ceux qui ne l'ont pas fait, vous pouvez vous adresser à notre trésorière, notre secrétaire et adhérer. Elles sont toutes à votre disposition. Il y a aussi, parce que vous le verrez à travers les informations suivantes, on a aussi besoin d'argent. Donc il y a des ventes de t-shirts, de très beaux t-shirts de Place Publique également à l'entrée. Je fais un peu de commerce par la même occasion. Oui, j'ai oublié de saluer aussi la présence de M. Jean-Michel Couve, l'ancien député du Var. Voilà. C'est un honneur pour nous aussi de vous accueillir parmi nous. Ensuite, deuxième, la série d'informations que je vais vous donner, elle se situe plutôt sur le plan judiciaire, puisqu'il faut le savoir, nous avons un maire qui fait beaucoup de coups tordus et qui nous ont obligés d'aller ester en justice. Et sur le terrain judiciaire, donc, sans doute certains l'ont vu dans la presse, la mairie nous avait attaqué parce qu'on avait dénoncé un don illégal de matériel nautique. On a été obligé de monter au tribunal correctionnel de Paris qui nous a relaxés et nous a reconnus dans notre bon droit. Vous voyez, ce n'est pas un métier facile, président de la place publique, on se retrouve à la barre des accusés correctionnels. Plus récemment, nous avons fait annuler, là c'est devant le tribunal administratif, une modification simplifiée numéro 4 du PLU. Ce n'est pas rien non plus, puisque ça concerne le fameux terrain du Yotel, sur lequel sont prévus des projets immobiliers un peu démesurés. Alors, ce même tribunal administratif a également annulé toutes les délibérations qui instauraient de manière discriminatoire le paiement des salles municipales pour certaines associations et pas pour d'autres. Donc aujourd'hui, on se retrouve ici dans cette salle municipale, mais gratuite pour nous comme pour toutes les autres associations. Sachez aussi qu'on avait obtenu le retrait des titres de recettes, des demandes de paiement que nous réclamait la commune pour des réunions qui étaient antérieures à ce jugement. Et donc, information pour des associations qui auraient déjà payé pendant cette période la mise à disposition de la salle, elles peuvent effectivement, sur la base de ce jugement qui vient de sortir, réclamer le remboursement de ces sommes indues. Ensuite, nous avions engagé un recours. Vous avez sans doute entendu parler de la demeure Cellier, musée Cellier, qui a été désaffecté et brutalement fermé pour la transformer en hôtel. Et le maire avait décidé aussi d'autoriser une société qui n'existait pas, et ça c'est un peu sa spécialité, pour y faire des travaux. Alors on a engagé un recours devant le tribunal administratif. Le maire, au bout d'un certain temps, a retiré sa délibération, l'a annulée. Malgré tout, le tribunal administratif l'a condamné en déclarant que la commune était perdante et qu'elle l'a condamné à verser une somme de 1 000 € à notre association. Alors, par contre, sur le déclassement lui-même et la désaffectation, le tribunal administratif ne nous a pas suivis. Il a considéré que le maire pouvait, à sa discrétion, désaffecter un lieu public. Nous en sommes surpris, désagréablement,
mais nous n'engagerons pas, nous ne ferons pas appel de cette décision, puisque aujourd'hui, sachez qu'on a fait renoncer le maire à ses projets d'hôtel privé dans le musée, et qu'on espère, et on attend avec impatience, sa réaffectation à des activités culturelles et associatives. Et puis, il ne faut pas oublier que grâce à nos interventions, les services de l'État ont engagé un référé contre un marché de commercialisation totalement surréaliste qui a été attribué, commercialisation des places de port, qui a été attribué à une société, un marchand de vêtements, et qui était par ailleurs la plus chère au niveau des offres. Et sachez aussi que nous avons déposé une plainte contre ce marché, et cette plainte est en cours d'instruction. Et pour terminer cette série de nouvelles, je vous informe que notre prochaine Assemblée Générale se tiendra ici même, dans cette salle, le vendredi 29 juin à 17h, pour ceux qui veulent déjà noter cette date. Voilà, donc je reviens au thème de la soirée et à ces activités régulières, ces rencontres régulières que nous organisons, puisque c'est aussi une des vocations de notre association, de permettre aux gens de se rencontrer, de dialoguer sur des sujets très, très divers. Et pour redire que nous sommes très honorés de vous avoir parmi nous, Monsieur Falconet, pour nous faire partager votre passion de l'archéologie et également la somme de connaissances que vous avez patiemment tirée, que vous en avez tiré de cette passion sur l'histoire de ce territoire des morts qui nous est particulièrement cher. Vous avez exhumé les broussailles des sous-sols, et de ces broussailles et des sous-sols, vous avez sorti les traces de ces vies passées qui l'ont habité, du plus lointain de la période préhistorique, des celto-ligures et des incontournables romains. Alors comme je le disais, j'ai le plaisir de vous connaître depuis de nombreuses années. Je connais aussi vos engagements pour différentes causes humanitaires. Nous avons échangé sur ces sujets. Je sais que cette volonté de connaître et de faire connaître notre territoire ne s'inscrit pas dans une volonté de repli sur lui-même, mais qu'elle constitue au contraire un premier pas pour connaître le monde, pour construire l'avenir aussi, avec cette sage recommandation, si tu veux savoir où tu vas, regarde d'où tu viens. Je vous cède le micro et vous souhaite à tous une excellente soirée. Je vous remercie, Président, de vos mots chaleureux et de l'occasion que vous nous donnez de présenter à Cogolin, pour la première fois, une conférence sur nos activités. Donc, je suis le président d'une association archéologique dont le siège est à Sainte-Maxime, de 160 membres, dont un certain nombre sont ici, et actifs, parce que ce matin encore on travaillait sur la villa romaine de Pardigon. C'est d'ailleurs pourquoi j'ai mis au fond de la salle, pour ceux que ça intéresse, un flyer sur cette villa romaine que vous pourrez prendre, mais aussi sur une chapelle mortuaire que nous avons pris l'engagement de restaurer, qui se trouve à Cavalère, et où reposaient les restes d'un maire de Gassin, monsieur Pardigon. Tout le monde connaît la plaine de Pardigon. Donc si cela vous intéresse, si vous avez envie de participer, il y a un bulletin de souscription qui est joint. Vous voyez que je reste un épicier dans ma tête. Je fais appel aussi à votre bon cœur pour restaurer cette chapelle, notamment le toit. Elle est en serpentine, elle est très belle, et on ne voudrait pas qu'elle soit détruite. Donc l'avantage de souscrire à la Fondation du patrimoine, c'est que vous avez une réduction de 66% de vos impôts sur le montant que vous donnez. Voilà, j'ai terminé sur ces deux chapitres. Je voulais vous dire mon plaisir d'être parmi vous. Je vois beaucoup d'amis que j'ai connus quand j'habitais Cogolin. Et puis, on a l'honneur, comme l'a dit le président, d'accueillir Jean-Michel Couve, qui est le porteur d'un projet dans lequel s'inscrit notre démarche, qui est le Géoparc des morts, reconnu à reconnaître par l'UNESCO. Donc un très gros projet auquel notre association a adhéré pour apporter sa contribution de nos connaissances et l'enrichir.
Voilà, mes chers amis, comme on dit dans le monde politique, on va peut-être commencer la conférence et je voulais vous présenter ma fiancée. On va éteindre peut-être. Alors, je ne sais pas comment vous voyez au fond. Voilà, alors c'est peut-être la femme de votre vie. Alors je demande aux collègues de ma femme de Saint-Tropez, qui est là, de ne pas lui dire que j'ai une copine velue comme celle-ci. Bon, mais c'est une femme préhistorique. Vous voyez que l'avantage de cette femme, c'est qu'elle ne coûtait pas cher à son mari, il n'y a pas de vêtements, elle est très velue, donc c'est un avantage. Donc avant de rentrer dans cette rubrique de l'histoire ancienne, il faut faire un petit retour sur l'homme. On parle d'antiquité, mais il y a la préhistoire. Donc il y a la préhistoire, qui est la période la plus longue qui va jusqu'à 9000, qui travaille la pierre essentiellement. Ensuite, une deuxième période, c'est le Mésolithique, qui est une période qui va de 9000 à 5000 avant Jésus-Christ. Et après, le Néolithique, qui va en gros jusqu'à l'an 1000 avant Jésus-Christ. Ceci en préalable, parce qu'on va se mettre en piste pour chercher dans notre massif des morts, ou un peu à l'extérieur, ce qu'il en est. Esprit, es-tu là? Voilà. Alors, une période particulière qui n'est pas si loin de nous, c'est à Menton, dans les grottes de Menton, qu'on a trouvé cette Vénus, c'est ainsi que l'ont baptisé les historiens, et vous voyez à travers cette représentation d'une femme avec des gros seins qui représente la vie, la maternité. Donc elle était mise en valeur parce que la femme est idéalisée dans ces périodes préhistoriques. Ce n'est pas le cas ensuite en période romaine où on va mettre à l'honneur le sexe des hommes, le phallus, comme vous avez dû le voir si vous avez visité un certain nombre de villas romaines ou de villes romaines italiennes ou françaises. Donc c'est à la gloire du phallus. Ce phallus, ce n'est pas uniquement sur le plan du donneur de la vie, mais c'est également pour se protéger du mauvais œil. Nos anciens craignaient beaucoup le mauvais œil. Donc dans les villas, c'est souvent représenté pour chasser le mauvais œil de gens qui vous jettent un sort, et ils dessinaient un phallus, ceci pour éclairer un peu, et ne pas croire que c'était forcément vers le lupanar, c'est-à-dire la maison de jeu favorite des messieurs pas très sérieux. Non, ce n'est pas une indication, c'est autre chose. Donc ici, on se trouve à Menton, avec des grottes. Au préalable, je voulais parler un petit peu d'un autre sujet, c'est la mobilité. Tout change dans la vie, même nous, on s'est connus bébés. On ne s'est peut-être pas connu, mais on l'a été. On s'est connu à 20 ans, à 40 ans, etc. On bouge un peu. Et dans l'univers, c'est un peu pareil. Croire que rien ne bouge est une illusion de nos concepts actuels. Parce qu'en fait, il ne faut pas aller trop vite là. Ah, il te manque ta souris. Bon. Là, il n'y a que des bœufs et des ours. Donc... Un des points importants, cette mobilité du rivage, il faut savoir qu'il y a une évolution constante. On parle beaucoup des problèmes de la planète, du réchauffement climatique, mais il y a 300 000 ans, la mer était plus haute de 120 mètres, c'est-à-dire qu'elle arrivait, elle était plus haute de 30 mètres, c'est-à-dire qu'elle arrivait à Nice à la hauteur
de 2 grottes préhistoriques, Terra Amata, dont vous avez peut-être entendu parler, et Lazaret. Donc la mer, en ce moment-là, était haute. Ensuite, elle est descendue à la période de glaciation, entre moins 29 000 ans avant Jésus-Christ et moins 15 000, elle est descendue de 120 mètres, ce qui veut dire qu'à cette époque-là, eh bien, on allait à pied jusqu'aux îles du Levant. Alors ça surprend toujours quand je fais une petite démonstration sur place à la Croix-Valmer, on voit bien les îles et on a du mal à imaginer que ces îles étaient fréquentées à pied. À la preuve de ce que je dis, parce que je n'ai pas la science divine et je ne vous fais pas un cours scientifique, c'est la grotte Cosquer de Marseille dont vous avez entendu parler, dont l'entrée est actuellement à 17 mètres sous l'eau et qui a été peinte entre moins 25 000 avant Jésus-Christ et moins 17 000. Donc un décor qui prouve que l'eau, la mer, était beaucoup plus loin. Alors, donc voilà ce qu'il y avait autour de nos côtes, une steppe où vivaient des animaux, d'abord des animaux qui ne craignaient pas le froid, et puis progressivement des animaux que les hommes préhistoriques avaient beaucoup de facilité pour chasser. L'homme, à cette époque-là, chasse, pêche, donc on le voit ici en train d'imiter un animal. Il est par essence itinérant, constamment, il ne se fixe jamais. Il prend les cailloux de la plage, il les casse, il en fait des outils. C'est la première période de préhistoire. Donc, avec ce que je viens de vous dire, vous comprenez que toutes ces installations préhistoriques ont disparu, puisque la mer les a recouvertes, la mer étant remontée à partir de moins 15 000 ans jusqu'à 1000 ans avant Jésus-Christ, en gros. Et là, c'est une autre époque qui accourt. Il pleut de façon torrentielle sur nos collines, les sites sont complètement bouleversés, et c'est pourquoi qu'en plaine, on trouve rarement de sites préhistoriques de cette période-là. C'est pourquoi c'est un peu une déception. Alors on en trouve un petit peu sur les bases de la villa romaine de Pardigon, on a trouvé des silex, des grattoirs, un petit peu plus loin en direction de Cavalère, mais très peu. Toutes les installations préhistoriques sont sous la mer. Donc après, on a la période du Mésolithique où pour les mêmes raisons, il y a très peu de traces. Et on se retrouve au Néolithique. Donc le Néolithique, c'est une période qui commence vers 9000 ans avant Jésus-Christ en Orient. Et cette étape est majeure parce qu'elle entraîne une transformation des sociétés humaines. Les hommes se regroupent, ils se sédentarisent, retenez bien ça. C'est à partir de ce moment-là qu'on a des paysans. Ils font de l'élevage, ils font de la culture. C'est plus la cueillette et la chasse comme précédemment. Et ils établissent des outils assez raffinés pour travailler. C'est l'époque où ils se regroupent en villages, ont le respect de leurs morts et créent des cimetières collectifs, qui sont des dolmens, c'est là où on enterrait les morts, et des menhirs qui restent un peu mystérieux pour nous. Ici, c'est le dernier menhir qu'on a trouvé au plan de la tour, mais il y en a encore beaucoup d'autres, cette commune étant très riche en monuments mégalithiques. Donc cette période, c'est un ensemble d'habitats, de dolmens, de grottes ornées, tout cela je vais vous le développer un petit peu, ce qu'il y a dans notre région, des menhirs. Alors les menhirs, on a par exemple ici, sur la commune des Arcs, un ensemble de menhirs, pas besoin d'aller en Bretagne, 9 menhirs, que notre association a nettoyé il y a peu de temps, en 2015, et qui sont
une interrogation, car on ne sait pas à quoi ça correspondait. Vous avez sûrement entendu parler de l'orientation, un système solaire, mais en réalité, pour l'instant, on n'a rien trouvé. Pas plus au pied de ces pierres levées, pierres dressées, on ne sait pas, on n'a rien trouvé, pratiquement rien, ce qui n'est pas le cas des dolmens. Alors voilà l'exemple d'un dolmen qu'on a nettoyé et qui se trouve aussi très près, à 1 kilomètre environ des menhirs que je vous ai montrés, qu'on a nettoyé en décembre 2015 pour que tout le monde puisse en profiter. Le maire de cette commune nous avait contactés pour faire ces travaux de manière à créer en colline un circuit touristique qu'on ne marche pas idiot, et donc que les gens voient, que les promeneurs voient à quoi ça correspondait et s'imprègnent de leur patrimoine. Alors, ces caractéristiques de ces dolmens, c'est qu'il faut la vue. Ils sont donc en hauteur, avec une orientation qui est chez nous, dans le Var, toujours orientée à l'ouest, c'est-à-dire au soleil couchant. Le dolmen, c'est un lieu où reposent les morts, qui est visible du camp, puisque tout autour, on a ces lieux de prière, entre guillemets, que sont les menhirs, on a le village, et depuis le village, on devait voir le dolmen où reposent les gens qu'on aime. Donc ces dolmens, on repose, c'est un cimetière collectif, qui est en principe complètement recouvert de terre. C'est un tumulus au départ, et quand on a un corps à y mettre, eh bien on le met là. Donc d'abord, quand il y a un décès, on enterre le mort, et 2 ans après environ, ou des mois après, on retire ses restes, et on va le mettre dans ce dolmen qui est le lieu respecté par toute la tribu. Donc là, le lieu, si vous y allez, ça s'appelle les Terriers. Donc cette période-là, donc c'est un travail sur les roches. Ici, voilà une hache, comme on a coutume de le dire, en pierre verte que j'ai trouvée et qui est taillée de manière à être utilisée comme outil, soit pour couper des branches, soit pour labourer un petit peu la terre, le jardinage, soit comme objet de culte. Par exemple, à Saint-Marcel, la grotte Saint-Marcel de Marseille, on en a trouvé des centaines, parce que c'était un lieu de culte et les gens venaient avec ces pierres de pierre dure pour les offrir aux divinités. Alors je voulais vous montrer par là que c'était pas, vous avez vu une face, voilà le tranchant, qui était fait non pas par des outils qu'ils n'avaient pas, mais par frottement. Ils arrivaient à faire cette forme quasi parfaite qui leur permettait après de travailler la terre, voire de servir de petite hache. Donc tant qu'on est là, je ne sais pas si tu peux revenir en arrière. Voilà, vous l'avez sur sa longueur. Donc comment faisait-il pour emmancher ces pierres? Donc soit avec un bois qui est coupé et emmanché avec retenu par des lianes, mais le plus efficace, ils utilisaient la pointe de la pierre. Voilà, et ici, ils l'intégraient à l'intérieur d'une branche coupée en 2. Et ils laissaient pendant 1 an. Donc la sève se formait autour. Et donc, c'était plus facile ensuite, quelques mois après, de couper la branche, ici, et ils avaient le manche très solide qui entourait la hache. Voilà un autre cas de dolmen qui est au plan de la tour, avec l'entrée dont je parlais tout à l'heure, qui est ici. Il y avait toujours un couloir et un mur séparatif, et les restes étaient mis ici, les restes humains étaient mis dans cette partie. Voilà, quand il est vide, on le voit peut-être un peu mieux, vous voyez bien
le couloir d'accès. Ensuite, sur le même dolmen, bon, c'est le travail de bénévoles qui ont pu identifier ce qu'il y avait à l'intérieur de ce dolmen. Très riche, parce qu'en dehors des restes humains, on trouve de la vaisselle qui est souvent ronde, c'est-à-dire qu'on a le fond qui est destiné à être mis dans le feu, donc on ne le fait pas plat, on le fait arrondi. Donc c'est de la vaisselle qui est montée par boudins successifs, lissée à la main. Donc ça, c'est un vestige qui a 7000 ans et que l'on peut voir au musée de Saint-Raphaël. Mais on ne trouve pas que ça. Voilà le genre d'objets qu'on peut trouver. Ce sont des pierres en silex qui ont été taillées au départ avec un nucléus, c'est-à-dire une grosse pierre, on détaille le maximum, et ensuite avec des cornes de renne, on va affiner, donner des petits coups pour en faire des pointes de flèche ou pointes de lance, ce qui est le cas ici. Alors on passe de là à un autre site du néolithique, parce que vous avez sûrement vu et revu à la télévision, dans le sud-ouest de la France, les peintures rupestres magnifiques avec des animaux, comme il y a d'ailleurs dans la grotte Cosquer chez nous, mais dans nos collines, parce qu'ici c'est près de Brignoles, on a des abris décorés. Celui-ci fait 42 mètres de long, et en y regardant attentivement, on a des dessins qui sont intéressants. Alors vous voyez ici un tas de signes. La signification nous échappe parfois, mais majoritairement, il y a une représentation de l'homme. Aucune femme n'est représentée dans ces dessins. Je vais vous expliquer pourquoi après. Donc on a ces dessins, et là c'est le professeur Hameau de Nice qui les a étudiés et qui nous montre un homme qui a été dessiné. Alors pourquoi un homme et pas de femme? Parce que on pense que les choses sérieuses se passaient avec des hommes. Donc les dames sont très sages ici à Cogolin. Mais c'est pourquoi il n'y a pas de femmes de représentées, pour une autre raison, c'est que les hommes, à partir d'un certain âge, les adolescents, étaient lâchés dans la nature et devaient par eux-mêmes survivre. Je sais que dans des pays d'Afrique, on leur peint le corps, et quand cette peinture a disparu, ils ont le droit de regagner la tribu. Là, je pense que c'était un peu similaire, on les peignait peut-être pas, mais on leur imposait un travail très précis, notamment de silex, de travail du silex, de faire des pointes de flèches, de faire des arcs et de survivre avec ça. Alors, qu'est-ce qui fait dire cette hypothèse au professeur Hameau? C'est qu'il a, dans les gorges du Karami, analysé les différentes grottes. Donc, il a trouvé en bas des silex mal équarris, mal travaillés, mais plus on montait en altitude, plus dans ces grottes, on avait des silex parfaits, bien taillés. Donc ça correspond, je pense, à cette recherche de maturité que voulaient les anciens pour les jeunes adolescents. Alors, ce qui est intéressant, comme l'indiquait ce professeur, c'est que dans le même circuit, on a les grottes ornées, on a les grottes où vivaient en solitaire ces adolescents abandonnés à eux-mêmes, on a les dolmens, on a les menhirs et le village. Tout cela pour donner un ordre d'idée dans les 4 ou 5 kilomètres à la ronde. Un point important, ça c'est toujours dans le Var, près de Brignoles, c'est ce qu'il appelle l'idole. L'idole est souvent représentée sous forme de soleil. C'est ce qu'adoraient les gens. Donc on l'envoie, j'aurais pu vous mettre 15 ou 20 photos, à différents endroits, on retrouve cette idole.
Ici, au milieu, il y a la représentation d'un homme, avec tous ces points, ces taches. Et fait curieux, ces points, on les retrouve aussi sur les dolmens, soit sous forme de peinture, j'en ai vu, soit sous forme de cupules, des petits trous. C'est vrai aussi sur les menhirs de Saint-Raphaël ou d'ailleurs. Alors on passe à une autre période, et là on n'est pas chez nous, on est à la vallée des Merveilles, à l'âge du bronze. Donc on est à le lac que vous voyez est à 2000 mètres d'altitude, et je pense que si on a cette richesse dans les Alpes-Maritimes, dans la vallée des Merveilles, on peut l'avoir aussi chez nous, car il faut être très modeste. On a trouvé un certain nombre de choses, mais les Maures est un massif très riche, très boisé, et il n'est pas facile de tout voir. Par contre, il est fort possible qu'un jour on trouve les mêmes signes. Alors pourquoi les hommes de cette période, de l'âge du bronze, venaient-ils dans ce site? Alors, ils y venaient parce qu'il y a un sommet à 3000 mètres qui attire la foudre parce qu'il est métallifère. Et les hommes de cette époque cherchaient de l'eau, bien sûr, pour leur culture. Et cet emplacement, c'est un peu le Lourdes de la préhistoire. La chapelle Sixtine de la préhistoire, a dit un monsieur Deloumlet, qui a fouillé et qui a mis en valeur près de 30 000 signes. Donc ces signes, vous les voyez, l'âge du bronze est manifesté par les pointes de flèches, donc les poignards qui sont représentés, typiques de cette période de l'âge du bronze, des cornes qui représentent en fait un orant, c'est-à-dire un prêtre qui invoque les dieux, parce qu'il y a du tonnerre, des éclairs, donc pour eux, Dieu est sur cette montagne 3000 mètres, et ils viennent l'implorer pour qu'il pleuve et pour que leur culture donne du fruit. Donc on a un certain nombre de dessins, notamment le réticulé, c'est ce qu'on appelle là, le réticulé. Ce sont des petits carrés qui représentent des prairies, des prés. À l'intérieur, parfois, eh bien, on a des animaux attelés ou non attelés. On a donc les poignards, là, qui sont typiques de cette période de l'âge du bronze, des orants, qui sont des prêtres, quoi, et qui implorent les dieux, et vous remarquerez que ça a souvent la forme de cornes de taureau, qui ont une valeur tout à fait particulière autour de la Méditerranée, et au plus loin que l'on remonte. Alors on va passer à une autre période, donc l'âge du bronze. On a peu de témoins dans notre région, sinon près de la gare de Fresnay, dans une grotte, on a retrouvé cela, et on va arriver à la période de l'âge du fer. Donc l'âge du fer... L'âge du fer commence vers 1000 avant Jésus-Christ. Merci. L'âge du fer commence vers 1000 avant Jésus-Christ. Nous sommes les Svelteri. Vous voyez, c'est au centre de l'image. Vous voyez le golfe de Saint-Tropez, baptisé Sinus Sambracitanus. Donc ça, c'est le golfe de Saint-Tropez. Et on est un peu à gauche. Donc ça, c'est des tribus celto-ligures. À cette période-là, donc j'ai dit tout à l'heure qu'il y avait des pluies diluviennes qui avaient inondé les sites. C'est une période où les Celtes envahissent l'Europe et même l'Afrique du Nord. C'est ce qui fait qu'encore actuellement, en Afrique du Nord, on trouve des hommes blonds avec des yeux bleus. C'est l'époque où les Celtes envahissent Rome et la prennent, et ils vont se fusionner avec les populations locales ligures. Donc à partir de ce moment-là, pour la Méditerranée, on ne dira plus
les Celtes ou les Ligures, mais on dira les Celto-Ligures parce qu'ils vont composer une population à part. Notez qu'à la même période, pratiquement, les Grecs venus de Phocée s'installent aux îles du Levant, qui a baptisé ici Stockade Insulae. C'est-à-dire, dans le langage marin de l'époque, c'est les îles alignées. Parce que les Grecs sont des marins, mais pas comme les Romains qui faisaient du cabotage, donc ils prennent la haute mer, et quand ils voient 3 îles alignées, ça les situe chez nous, ils savent où on est, tout comme après, quand ils vont aller sur Marseille, ils savent qu'ils ont encore 2 jours. Donc au départ, vers 800 avant Jésus-Christ, ils vont s'implanter d'abord dans les îles, commercer avec ces terribles Celto-Ligures, en restant dans les îles, et après ils vont pousser, fonder Marseille, comme chacun sait, en 600 avant Jésus-Christ. Une chose intéressante, là, quand vous voyez cette sculpture qui a été trouvée à Entremont, au-dessus d'Aix, vous pouvez penser qu'elle a une finition grecque. En réalité, c'est les Celto-Ligures, dont la capitale était au-dessus d'Aix, qui vont s'imprégner de la culture grecque développée à Marseille. Donc d'abord, il y a des échanges, d'abord une économie intéressante, et c'est un des rares endroits en Gaule où on voit de la sculpture à cette époque. Donc ils vont fonder leur capitale en 121 avant Jésus-Christ, en 130 pardon, avant Jésus-Christ, ils vont s'installer et ils vont ils vont domestiquer tous les paysages alentours. Donc, alors, qui sont ces hommes? Eh bien, qu'est-ce qu'ils vont nous apporter? Ils vont nous apporter des habitats de hauteur, qu'on appelle oppidum, ou oppida au pluriel, fortifiés. C'est eux qui vont inventer les structures de défense avec des murs imposants. Avant, on en voit très peu. Là, c'est des gens qui vont travailler la pierre. Et ici, on a beaucoup d'exemples, comme au-dessus de Cavalère, le Mont-Jean, mais aussi au-dessus de Sainte-Maxime, au-dessus de Cogolin. Il va y en avoir beaucoup. Il y en a 850 dans le Var. Voilà, par exemple, le Mont-Jean, qui a été figuré par tranche. On voit la partie sommitale, et c'est là où ils vont s'installer, dans des oppidas très fermés à l'aplomb de la mer, en commerçant avec l'extérieur. Ici, c'est au plan de la tour, sur un dé massif, avec, vous imaginez, les milliers de pierres qu'il a fallu monter pour faire ces remparts en altitude, entre 5 et 600 mètres d'altitude. Là, on se retrouve à Maravieille, au-dessus de la Mole. On voit le travail, c'était des hommes, trop souvent on nous dit « Ah, c'est l'âge de la pierre, ils ne connaissaient rien ». Faux. C'était des hommes aussi intelligents que nous, qui savaient travailler, mais dont l'état de connaissance n'était pas le nôtre. Si actuellement on a des voitures, des fusées, c'est parce qu'on travaillait avant comme d'autres. Donc ici, leur protection, c'est un double rempart. C'est-à-dire que pour rentrer dans la cité, eh bien, il faut passer entre 2 murs. Au départ, c'est un entonnoir assez large, et plus on s'approche de la porte d'entrée de l'oppidum, plus c'est resserré. Ce qui avait l'avantage, c'est que le défenseur a 2 murailles pour combattre l'adversaire qui ose s'engager dans ce couloir. Autre exemple, donc il n'est pas chez nous, il est dans le Gard. C'est avec des tours régulières qui permettent de casser un assaut ou de lancer des flèches plus facilement. Donc on l'a sur ce site, mais on l'a aussi à Aix, à Entremont. Voilà le type de vaisselle qui était fait par ces hommes. Donc c'est de la poterie essentiellement faite par des femmes. Et au premier plan, on a une meule ronde. On mettait le grain au milieu et puis à la main, donc ici, et à la main avec un manche,
on faisait tourner la meule supérieure sur la meule inférieure et on récoltait la farine qui en sortait. Autre exemple, c'est une urne importante qui a été trouvée au Mont-Jean, et sa particularité, c'est qu'elle est peinte, ce qui est rare. D'habitude, il y a un travail de confection de ces urnes qui sont hautes, hein, qui font environ 1 mètre, celle-ci fait 1 mètre de hauteur. C'était le placard de l'époque, c'est-à-dire on mettait un bouchon en liège ou en argile, ça évitait aux mouches, aux fourmis, aux nuisibles de venir manger le stock de blé que l'on avait mis à l'intérieur. Alors je vais vous dire 2 mots aussi de cette période des Celto-Ligures d'Aix, dont Strabon, auteur grec et voyageur, nous dépeint comme des hommes terribles et coupeurs de tête, et en tout cas non seulement coupeurs de tête, mais dont la croyance était que toute l'intelligence de l'homme est dans sa tête. Peut-être que les dames ne sont pas d'accord, mais c'est vrai. Toutes les têtes qui sont ici représentées représentent des guerriers tués au combat qu'ils exposaient au-dessus des portes de la cité pour décourager ceux qui pouvaient les attaquer. C'est ce qui fait que les Romains sont rentrés assez tardivement en Gaule parce qu'ils craignaient ces Celto-Ligures qui étaient terribles au combat. Pourquoi? Parce que quand ils avaient tué un adversaire, ils lui coupaient la tête, accrochaient par les cheveux sa tête à la monture du cheval, rentraient triomphalement et l'exposaient, comme je viens de le dire. Donc évidemment, ça refroidissait un peu les agresseurs éventuels. Mais ce culte de la tête va plus loin, parce que c'était vrai aussi chez eux pour le grand-père, pour les chefs qui avaient bien mérité. Donc ils gardaient la tête et ils la fichaient par un clou en bronze dans des colonnes évidées où ils mettaient la tête. Pourquoi? Parce qu'ils voulaient, comme tout l'esprit de l'homme est dans la tête, que la force de cet homme continue à résider dans le temple de la cité et qu'il continue à donner sa force. C'est vrai aussi qu'on a trouvé beaucoup de représentations avec des têtes, donc qui sont gravées comme ici, ou qui représentent rarement avec une bouche, mais la plupart du temps sans bouche, ce qui semblait vouloir dire, voilà, je vous surveille, vous êtes là sous mon regard, soyez digne de moi, je vous vois, je vous entends, mais je ne peux pas parler, mais je suis au milieu de vous. Ça, c'est typique de cette civilisation celto-ligure qu'on a appelée les Saliens de Provence. Et nous, modestement, nous avons amené notre pierre à l'édifice dans nos recherches, dans les collines de Sainte-Maxime. Eh bien, on a trouvé cette tête gravée dans une bergerie romaine. On voit cette tête, la pierre a été coupée, elle a été cassée, parce que les Romains n'appréciaient pas, évidemment, ces dieux celto-ligures, donc ils cassent tout. Et c'est pourquoi on a eu la chance de retrouver cette pierre sur les hauteurs de Sainte-Maxime, et qui prouve bien que cette civilisation des têtes coupées, comme l'a dit Strabon, parce qu'à l'époque il était déjà contesté par d'autres, eh bien allait du Rhône, d'Arles, jusqu'à Antibes inclus. Et nous, on a amené par cette découverte la preuve que Strabon avait raison, puisqu'on l'a retrouvé dans les collines de Sainte-Maxime. Alors, comment vivaient ces hommes? Eh bien, hommes ou femmes, vous avez une famille là au travail, la femme fabrique la vaisselle, c'est une chance, messieurs, maintenant, nous, c'est pas le cas, mais elle faisait tout. Elle faisait la vaisselle dans tous les sens du terme, elle lavait, mais avant, elle fabriquait leur vaisselle.
leur pot à cuire, les jarres, les assiettes, voilà, et elles cuisinaient, donc j'en toucherai deux mots. L'homme, lui, se consacrait à la chasse, à la pêche, à l'échange avec les étrangers. Alors, voilà un travail de la femme dont César parle aussi dans ses écrits. La femme qui faisait des tissus. Donc chaque fil était tendu par un objet en argile en bas, qu'on appelle nous peson dans notre jargon, et elle jonglait avec cela, comme on l'a fait après jusqu'au XXe siècle. Là c'est plus rudimentaire, mais elle faisait des étoffes très belles qui étaient échangées ou vendues aux étrangers grecs ou romains. Alors là, on représente un homme, c'est une falsification, c'est pas possible. Parce que ça, c'était le travail des femmes de le faire. Mais il s'occupe quand même de son élevage, des chèvres, etc. Voilà un travail principal de l'homme, c'est que sur nos côtes, eh bien, on fait l'échange. Donc vous voyez, au premier plan, il y a des outres de vin, des jarres de vin, qui étaient très appréciés par les Gaulois, par les Celto-Ligures. Et Diodore de Sicile nous dit ça avait tellement de valeur qu'on échangeait une jarre de vin contre un esclave. C'est-à-dire que c'est un bien précieux, l'esclave, parce qu'il travaille. Donc dans les tribus, on prenait le moins bon, on allait le mettre sur la plage, voilà, tu le prends comme esclave et tu me donnes une amphore de vin, une amphore représentant environ 30 à 35 litres de vin. Et je peux le confirmer, c'était une réalité, puisque nous avons fouillé à Sainte-Maxime un site de l'âge du fer, daté de 800 avant Jésus-Christ au premier, et que dans nos recherches, on a trouvé des amphores qui venaient au IVe siècle avant Jésus-Christ, alors que la vigne n'est pas encore implantée chez nous, des jarres de vin. Ça a été confirmé par une analyse que j'ai fait faire. On avait trouvé un foyer, j'ai fait analyser les restes qui prouvent que ces hommes-là, eh bien, quand ils faisaient la cuisine, consommaient beaucoup de vin cuit, donc c'était cuit. Autre intérêt de cette recherche, c'est qu'aux alentours, on a pratiquement le même paysage qu'actuellement. On a des chênes et on a des pins. Autre intérêt, c'est de voir la manière, ce qu'ils mangeaient. Donc ils mangeaient de la viande, d'animaux domestiques ou sauvages, style sanglier, plutôt des jeunes sangliers ou des oiseaux. Et comment faisaient-ils cuire ? Eh bien, avec beaucoup d'herbes, donc ils chauffaient des pierres à la mode polynésienne, ils mettaient dessus des herbes et entre ces herbes, ils mettaient la viande. Ce qui avait un avantage, c'est que la viande n'était pas cuite trop fort et elle restait très souple. Ça, c'est une découverte qu'on a faite très récemment grâce à cette analyse de cendres de l'oppidum de Sainte-Maxime. Est-ce que je ne suis pas un peu trop long? Sinon, j'accélère. Voilà, parce que la passion aidant, parfois, on s'étale. Alors, un mode de fabrication, donc c'est Celto-Ligures, qui l'ont emprunté d'ailleurs aux Grecs. Vous voyez que les femmes cousent à la maison, eh bien les hommes font pareil, mais c'est avec les bateaux. Donc, ils vont coudre les bois de manière à avoir des bateaux très fiables qui résistent aux tempêtes et qui soient solides. Fin du 1er siècle avant Jésus-Christ, conflit entre Marseille, la Grecque, et ses voisins. Parce que les Grecs sont entreprenants, ils vont autour des étangs, de l'étang de Berre, où on prélevait le sel qui avait la valeur de l'or à cette époque. Donc ils vont priver les Celto-Ligures d'une partie des recettes et ils vont commercialiser à travers le Rhône ce sel et leurs produits manufacturés. Donc conflit, plusieurs attaques, je passe rapidement.
Les Grecs sentent qu'ils n'ont pas la force, c'est d'excellents marins, mais sur le plan terrestre, ils ne sont pas très forts. Ils font appel aux Romains, qui est leur allié de toujours, et les Romains vont prendre ce prétexte pour entrer en Gaule, et ils vont arriver à Aix-en-Provence, la capitale. Donc avant, ils vont détruire toutes nos cités ici. Ils vont arriver en 121 avant Jésus-Christ, à Entremont, au-dessus d'Aix, ils vont le détruire. Le roi qui gouverne à ce moment-là, on le sait par l'historien romain, s'appelle Teutomalius. Il arrive à s'enfuir avec 800 cavaliers, ce qui donne une idée de l'importance de cette cité. À l'arrière, vers les Cavars, vers Cavaillon, il arrive à se sauver. Donc là, c'est le consul romain Sextius qui s'installe, détruit ce site, mais lui s'installe dans la vallée, sur l'emplacement de la ville d'Aix, où coulent les fontaines. D'où la dénomination romaine Aquae Sextiae, les eaux de Sextius, qui est devenue par contraction Aix. Et à partir de là, ils vont continuer leur marche en avant jusqu'à l'Espagne, puisque l'Espagne est déjà romaine depuis la fin des guerres puniques, et ils vont faire un lien entre l'Italie et l'Espagne par le sud de la Gaule. Donc voilà des implantations, par exemple, plan de la Tour, tous ces ronds rouges que vous voyez, c'est des sites romains, c'est-à-dire qu'ils vont occuper de façon massive le territoire, l'exploiter, planter la vigne, qui est une des grandes richesses. Donc ce que l'on voit ici, c'est en fait la villa romaine. Il faut l'entendre dans un sens différent de nos villas. C'est un lieu où l'on réside, mais qui est aussi un centre de production. Donc ces Romains vont s'installer, créer des villas. Alors je ne voudrais pas m'attarder trop longtemps, ça peut faire l'objet d'une autre conférence, mais ces Romains, avant de s'implanter ici, ont déjà vu un certain nombre de problèmes. C'est-à-dire qu'au Canet des Morts, en 42 avant Jésus-Christ, c'est-à-dire peu après l'assassinat de Jules César, vont se retrouver des généraux, c'est la guerre civile en Italie, qui se font la guerre. Marc-Antoine, qui est un fidèle de César, arrive en Gaule par l'Italie avec des légions, et il veut reprendre la Gaule à son profit. En face de lui, on lui envoie Lépide, qui est le général qui commande l'Espagne et le sud de la Gaule, pour s'opposer. Si ces hommes s'entretuent, ces légions, il y a près de 80 000 hommes, c'est l'essentiel de la force militaire romaine qui est anéantie. Donc les Teutons ou autres peuplades risquent d'en profiter. Et là, il y a une intervention de Lépide sur Cicéron, dont tout le monde a entendu parler, surtout comme un littéraire et un orateur, mais qui est aussi à l'époque consul, c'est-à-dire qui dirige l'Italie. Et lui va s'entremettre pour faire créer un triumvirat entre ces deux généraux qui allaient se livrer combat, et Octave, qui est le fils adoptif de César, et ils vont former un gouvernement à trois en se répartissant les territoires. Comme toujours, quand on a plusieurs personnes, il y en a toujours un qui veut la primauté. Donc Lépide va être éliminé après des combats. Marc-Antoine, qui a reçu en héritage la Grèce, la Palestine, l'Égypte, et qui a fait la connaissance de la belle Cléopâtre, qu'il finit par épouser et lui faire un enfant, donc va combattre contre Octave. Il y aura une bataille décisive à Actium, qu'il va perdre près de la Grèce, et les légions d'Octave vont pénétrer en Égypte, il va être battu, il se suicide, et la belle Cléopâtre, voyant son amant mort, eh bien, se fait mordre par son serpent, et elle meurt sur le corps de son amant.
Vous êtes autorisé à pleurer, c'est triste. Mais à ce moment-là, Octave devient le maître absolu de tout le monde romain. Et on va l'appeler à partir de ce moment-là l'empereur Auguste, parce que c'est lui qui va faire régner pendant 50 ans la Pax Romana, qui va durer pendant 5 siècles. L'empereur Auguste. Et donc cette histoire, pour moi, est assez fabuleuse, et je trouve que les archéologues n'insistent pas assez là-dessus. On fouille à Forum Voconi, qui est une cité romaine. C'est là où se trouvait l'Épide, face à Marc-Antoine. Mais c'est une histoire fabuleuse pour le Var, parce que l'Empire romain aurait pu disparaître. On a vu les plus grandes forces romaines s'y trouver face à face, et elle va se terminer heureusement par la construction de Fréjus, que César avait créé comme relais pour ses troupes qui envahissaient la Gaule, et Fréjus qui va devenir, grâce à lui, le plus grand port romain de la Méditerranée, après Ostie, qui est le port de Rome. Donc à partir des vaisseaux qui ont été pris à la bataille d'Actium, il va faire régner la police des mers en Méditerranée et ramener la paix sur ce territoire. Donc c'est quand même une grande période et on doit beaucoup à nos ancêtres, les Romains, même si on tient un peu de tout le monde, et notamment des Celto-Ligures. Donc que faire toutes ces troupes démobilisées? Eh bien, on va les implanter, et pour eux, bon, c'est un peu les Américains d'époque qui résonnent. Donc les territoires de la 8e Légion, on va les affecter avec pour capitale locale Fréjus. Donc depuis l'Estorel jusqu'à Hyères et au nord jusqu'au lac d'Éguine. Tout ce secteur, on va le diviser en lots de 700 mètres de côté qu'on va regrouper pour en faire des domaines. Et après, on tirera au sort en commençant par les plus gradés jusqu'aux moins gradés, jusqu'aux simples légionnaires, et on va créer ces domaines, comme vous le voyez ici, à Pardigon. Donc, une légion, c'est 6 000 hommes en temps de paix, 8 000 hommes en temps de guerre. Vous voyez l'importance. Donc ici, vous avez la villa romaine de Pardigon. Sur la partie gauche, c'est le lieu où vit le maître. Donc celle de Pardigon fait 3600 mètres carrés, excusez du peu. C'était pas un petit studio. Donc le maître vient là en été, suit ses affaires, la plantation des vignes, le tirage du vin, la vente du vin, qui est le principal. Et à droite, eh bien, c'est la réserve. Donc quand les spécialistes ont pu évaluer ces jarres qui sont enterrés dans le sol à près de 100 jarres qui étaient enterrés. Donc une jarre, ça représente 1500 à 1800 litres. Donc vous voyez l'importance du stockage de ces vins. Alors il faut dire qu'à l'époque, c'était la marchandise la plus vendue au monde romain. Nous, c'est le pétrole. Eux, c'était le vin, beaucoup plus agréable. Et ça, c'est fait, c'est ce qui fait que les Romains ont implanté les vignes jusqu'au nord de la Gaule, même jusqu'en Allemagne, parce qu'au départ, ces légions, eh bien, qu'est-ce qu'elles font? Elles vont produire du vin, elles vont le vendre à meilleur prix pour les 100 000 hommes qui sont sur la frontière du Rhin et qui demandent bien sûr leur boisson nationale. Eux, c'est pas la bière, comme le font les populations locales. Eux, c'est le vin. Donc au départ, ça vient d'Italie ou de Grèce, mais progressivement, ces légions démobilisées plantent la vigne dans toute la Gaule, donc y compris nos vins de Bordeaux, les vins de Bourgogne, de la côte du Rhône, de la Meuse même. Tout ça, c'est les Romains qui l'ont implanté. Donc ils vont pouvoir livrer directement le vin à ces troupes qui sont sur le Rhin. Et après, l'habitude va se prendre de boire moins de bière et de boire beaucoup de vin. Vous voyez ici les murs, ce qui reste des murs de la villa que je vous ai montré, on y était ce matin. On débroussaille, on avance. Donc j'ai laissé quelques exemplaires au fond si ça vous intéresse. Vous pouvez le voir, on y est tous les mardis matins de 9h
À 13 heures, on pourra vous donner des explications sur place et conduire ultérieurement des visites. Oui. Alors, dans ce qu'on a trouvé vraiment d'intéressant, c'est ce visage qui est magnifique, mesdames, et ce que j'oserais, comme je le fais chaque fois, j'ai réussi jusque-là, je n'ai pas été scalpé. Mais pour moi, cette femme grecque est la femme idéale. Regardez ce profil qui est formidable. Elle est en marbre de Carrare. Mais le merveilleux de l'affaire, c'est qu'elle n'a pas de bouche. Donc on peut l'admirer, mais on ne se fait pas disputer. Voilà. Alors pourquoi il y a cette forme arrondie? Mais je vois que vous êtes très pacifiques, mesdames, je vous remercie. Parce que je n'ai pas été sympa. Cette forme arrondie, c'est parce qu'il y avait un tuyau dans la bouche qui crachait de l'eau dans les fontaines des thermes. Donc imaginez la richesse de ces thermes avec ces marbres qui venaient de tout l'Empire romain, puisqu'il en venait de Carrare, c'est le cas de cette statue, qui se trouve dans le bureau du maire de la Croix-Valmer. Il en venait de Chemtou en Tunisie, il en venait de Grèce, il en venait d'Afrique du Nord. C'est une villa extrêmement riche qui a été détruite après lors des invasions au 6e, 7e siècle. Alors, autre élément grec, je viens de vous montrer cette statue. Ce que vous voyez là, c'est une bouteille en argile. Parce qu'ils avaient déjà le verre, mais celle-ci est en argile en 2 anses, on l'a, je la montre régulièrement dans les expositions. Elle a ceci de remarquable qu'elle représente Ulysse attaché au mât de son bateau quand il regagne son île à Ithaque après les guerres, et donc pour échapper aux sirènes, il se fait attacher au mât du bateau. Donc vous voyez à droite, c'est lui, Ulysse, attaché au mât du bateau, je suis sûr, j'entends rien. Et puis à gauche, une sirène qui est en train de le charmer pour l'entraîner au fond de l'eau. Donc deuxième signe grec de cette installation, le troisième étant Zoogénès, qui est une brique que mon ami Falconetti apprécie particulièrement, puisqu'il a fait un ouvrage sur Zoogénès. C'est le seul romain dont on a trace dans cette fouille qui a été faite. On le sait comment? On le sait par des tuiles qu'il a fabriquées, et quelques-unes d'entre elles comportent son nom puisqu'il les vendait. Donc on a Zoogénès. Donc ce nom est un nom grec, ce n'est pas un nom romain. Donc on pense qu'au IVe siècle, eh bien, le propriétaire, n'ayant pas de descendance, comme souvent chez les Romains, a confié à son intendant fidèle, qui a fait prospérer le domaine, eh bien, lui a confié le domaine. Donc Zoogénès, c'est encore le grec. C'est pour vous montrer l'implication. Il n'y a pas que des Celto-Ligures, il y a des Grecs qui sont venus comme intendants de domaine, mais aussi comme professeurs pour les enfants. Alors on a ici une vaisselle raffinée, qu'on appelle sigillée, qui est la vaisselle la plus raffinée des Romains, qui était fabriquée majoritairement dans le sud de la Gaule, à Gros-Fezanque, près de Millau, et qui sert de marqueur, parce qu'à chaque forme, eh bien, on sait à quelle période ça se rattache. Donc on a 3000 dessins qui ont été faits à Gros-Fezanque et qui ont inondé le marché romain, qu'on soit en Afrique du Nord, en Angleterre ou en Gaule. Ce qu'on trouve aussi, c'est des lampes. L'électricité n'existait pas. Donc c'est avec de l'huile que l'on met dans ces lampes à huile. Celle-ci est particulièrement belle. Elle a une couleur bleutée. Donc elle a été faite du côté de Naples. Et c'est pour dire que dans les échanges, il n'y a pas uniquement des lampes très simples qui sont fabriquées localement, mais qui vont chercher tout ce qui est beau un peu partout dans le monde. Voilà un exemple de ce qu'on a pu trouver, qu'on expose régulièrement, de la vaisselle romaine, avec des décors.
par exemple ici une scène de chasse qui est représentée, donc des bols bien décorés, donc très raffinés. Donc je ne vais pas m'attarder sur la fabrication, mais en fait il y avait deux cuissons. Une première cuisson du bol, et ensuite on repeignait dessus, on mettait une deuxième couche de couleur marron qu'on cuisait au feu. La grande différence avec l'âge du fer, c'est qu'à l'âge du fer, on met directement les poteries dans le feu, après les avoir séchées au soleil, pour qu'elles durcissent, donc à 800 000 degrés, alors que chez les Romains, il y a des tuyères qui passent au travers des objets à cuire sans les toucher. Donc à la fois la chaleur et la fumée, ce qui fait qu'on a toujours une vaisselle très propre. Alors des restes, bien sûr, donc là je vous ai parlé de Zoogénès, mais j'en ai trouvé d'autres parce qu'il y en a beaucoup. Il y a Marie, il y a Irénus, la Cofidis Primi, etc. De Fréjus, qui était un très grand centre de poterie. Donc voilà le genre d'imprimature qu'on trouvait. Mais aussi des animaux sympathiques. On pourrait, moi je ne suis pas un spécialiste des animaux, mais déterminer quel type de chien est passé quand cette brique, cette tuile, était au séchage à l'extérieur avant d'être cuite. On voit très nettement ses pattes. Donc on en a des dizaines de chats, de furets, de chiens, de sangliers. On a toutes sortes de pieds qu'on garde précieusement parce que c'est un vestige d'il y a 2000 ans. Ah, très important chez les Romains, messieurs, c'est le vin. Alors le vin chez les Romains a une valeur particulière. J'ai dit que les gens du Nord aimaient la bière, mais chez les Grecs et chez les Romains, eh bien on aimait le vin. Pourquoi? Très rapidement, parce que ça peut faire aussi l'objet d'une conférence détaillée, parce que le vin c'est la boisson des dieux. Quand on a bu, on n'est plus dans son état premier. On est dans un état second, tout est beau. Donc dans leur esprit, cette boisson, c'était celle des dieux. Donc quand on voulait se rapprocher des dieux, on buvait. C'est aussi un marqueur social, parce que ce vin va être entouré de toutes les précautions, comme on a les calices dans les églises en or pour le vin actuellement. Eh bien pour eux c'est pareil, on va prendre les plus beaux objets, les plus raffinés, pour traiter ce vin qui est une relation avec les dieux. Et puis, relation sociale, parce qu'on invite des amis et on a des AOC ou AOP, comme nous maintenant, qui viennent des plus grands crus d'Italie, de Grèce ou même de Gaule. Donc, c'est flatteur d'inviter son ami en sortant de, je dirais pas une bonne bouteille, mais des jarres de vin très cotés. Alors, comment ça se passait? Bien, on cueillait le vin qui, en général, était sur des arbres, parce que rien ne se perd, donc ça évitait les échalas, et puis ça évitait les animaux du sol qui viennent manger les grappes de raisin, et après on le pressait. Donc voilà des systèmes pour presser le jus. Donc vous voyez un esclave là qui tourne une vis sans fin pour abaisser une poutre qui fait dans les 800 kilos, entre 800 kilos et 1000 kilos. Donc on a une reconstitution près de Beaucaire. Vous voyez cette grande poutre. Donc il y en a deux verticales qu'on appelle les jumelles, et au milieu, une grosse poutre qui va être abaissée, soit à la main par des systèmes de cordage, soit en effet par un effet mécanique qui va être créé par la suite, et on va broyer le raisin qui se trouve au milieu. Dans cette, ici, là, progressivement, on va récupérer le jus et le mettre dans des jarres, mais pas à notre mode, mais on va y rajouter de l'eau de mer pour certaines variétés, des herbes aromatiques pour d'autres variétés. C'est assez surprenant comme goût. Donc le transport, vous voyez que le vin est mis en valeur dans les mosaïques. Bon, c'est les animaux de l'époque qui pouvaient le transporter.
Alors le transport, il est dans ces jarres. Donc il y en a 3 sortes. Celle qui est au milieu, c'est celle qui a été utilisée par les Grecs et les Romains, gréco-latine. À gauche, c'est une gauloise, c'est-à-dire qu'il y a le fond plat qui peut être mis dans des chariots. Et à droite, c'est une bétique, c'est-à-dire c'est pour amener l'huile qui vient d'Espagne très majoritairement, comme c'est d'ailleurs le cas actuellement. Alors je vais dire 2 mots de choses qui sont un peu tristes, mais c'est aussi une réalité, c'est la mort. Et c'est la relation de ces hommes avec la mort. Ici, c'est à Forum Voconi. On a fouillé 131 tombes. Donc soit inhumation, comme c'est le cas ici, soit par crémation. Donc le mort est installé au milieu et on met des tuiles en bâtière et on recouvre le tout de terre. Première solution. La deuxième solution, c'est par crémation, donc on met ses restes. Donc vous voyez une équipe ici en train de travailler autour de ce qu'on appelle un marqueur, c'est-à-dire une grosse pierre qui indique qu'en dessous, il y a les restes calcinés d'un mort. Alors, soit c'est cette procédure, soit c'est dans une amphore coupée en 2 où on met ses restes. Alors, la mort, pour ces hommes qui croyaient en l'éternité, c'est un passage. Et ce passage, c'était Charon qui était chargé d'amener les âmes des morts de la terre vers ce qu'ils appelaient les enfers, pas au sens chrétien du terme. Les enfers, donc c'est des lieux où vivent les morts, les âmes des morts. Et pour cela, eh bien, il fallait payer Charon, donc Charon qui était le passeur, et il fallait lui donner une pièce de monnaie. Donc on trouve souvent une pièce de monnaie dans la bouche des morts ou sur le côté pour payer Charon. C'était symbolique évidemment. Donc ce n'est pas des monnaies luxueuses, hein, c'est des monnaies de petite qualité. Et on donnait, on dirait aujourd'hui, un pique-nique pour la journée. Donc vous avez là, et c'est l'avantage quand on fouille une tombe, des objets qui sont entiers. Parce que la plupart du temps, ce que l'on trouve, c'est tout cassé. Il y a les pierres qui sont tombées dessus, on ne voit pas. Donc on a des pichets d'eau, pichets de vin. À l'arrière, eh bien, vous voyez des assiettes qui devaient contenir de la nourriture pour ce transfert des âmes. Alors on voit au sol la crémation, encore des charbons. Alors les Romains, c'est cela, mais c'est aussi les autoroutes. Donc c'est la carte Michelin des Romains qui est représentée ici avec nos régions et nos sites. Alors de l'endroit où je vous ai montré, tout à l'heure je parlais de Forum Voconi, partait une route en direction du lac d'Egine, d'Oriès avant. Les Romains, c'est donc ça également à Ambrussum, dans l'Hérault, des chemins parfaitement dallés. On voit le passage des charrettes, parce qu'ils marchaient, mais bon, c'était les légionnaires qui marchaient, mais ils avaient beaucoup de matériel qu'ils transportaient sur des chariots, donc une composition importante des esclaves pour mettre en place ces pierres. Donc c'est un travail de Romains. Et là, c'est une des voies principales qui allait de Rome à l'Espagne et qui passait et qui enjambait, par exemple ici, le Vidourle. C'est toujours dans l'Hérault, il ne reste plus qu'une arche, mais il y en avait 3 autres qui permettaient aux véhicules, aux chariots, aux hommes de transiter. Donc vraiment, 2000 ans après, il y a encore de belles choses qui restent. Dans nos collines, ici c'est Sainte-Maxime, eh bien on a trouvé de l'ocre qui était fabriqué par ces Romains. Donc on voit une équipe de fouilles qui est en train de le mettre à jour. Et voilà le plan. Donc il y avait un grillage du minerai qui permettait, après lavage, de récupérer
de l'ocre. Cet ocre qu'on voit sur tous les murs des villas romaines, y compris dans nos fouilles, on en trouve des quantités, et qui servait de décor. Voilà le travail des mineurs, qui n'était pas très facile, vous voyez, à la pique, une représentation, puisque à la Cate de Vaia, c'est là exactement où se trouvent ces mines, qui ont été fouillées avant l'époque romaine, mais beaucoup à partir de l'époque romaine. Il y a 25 galeries qui permettaient d'extraire ce minerai, entre autres parce qu'ils extrayaient aussi autre chose. Voilà une des entrées, par exemple, mais ça a été fermé la plupart du temps. Donc on a retrouvé comme élément romain dans cette mine des cols d'amphore et aussi de la vaisselle, des morceaux de vaisselle riches. Voilà, passe après le désert, après la période romaine, les Visigoths et autres peuplades qui ravagent le pays, prennent Rome, détruisent tout ce qui est romain, et il faudra l'arrivée des moines pour remettre un peu d'ordre. Donc ici, une représentation monacale, puisqu'on avait deux grands monastères dans le sud de la Gaule. C'était Saint-Victor de Marseille et c'était les Reims. Donc au IVe siècle, ces moines vont évangéliser ces envahisseurs et vont évangéliser les campagnes, vont sauver la civilisation gréco-romaine et ses écrits, car c'est grâce à eux qu'on a de nos jours tous les grands livres écrits par les philosophes ou les auteurs grecs et latins, et ils vont replanter la vigne. C'est aux moines que l'on doit la culture de la vigne à nouveau, qui avait été détruite dans ces périodes. C'est ce qui fait qu'en Bourgogne notamment, vous avez de très grands crus, le Clos de Vougeot et autres, qui ont été remis en place par les moines, avec une extraction du jus de raisin conforme à ce que faisaient les Romains. Ils ont repris leur méthode. Ici, par exemple, c'est le monastère de l'Érins, que vous avez peut-être vu sur l'île Saint-Honorat. Saint-Honorat, c'était un ermite du IVe siècle qui est venu évangéliser les campagnes et s'est entouré d'ermites. Puis, comme il y avait des incursions très régulières, les moines étaient tués ou emmenés comme captifs, donc ils ont construit un monastère au XIIe siècle qui fait 40 mètres de hauteur et dans lequel, très curieusement, eh bien, on a, suite s'il vous plaît, voilà le cloître sur 2 niveaux, ce qui est exceptionnel. D'habitude, on a un seul niveau d'un cloître. Donc là, la chapelle se trouve tout à fait en haut, et dans les étages intermédiaires se trouve le cloître, et plus bas, les dortoirs, où étaient les moines. Donc ça, c'est XIIe siècle, ça peut être visité librement. Actuellement, ce sont des cisterciens qui l'occupent. Voilà leur église et l'église abbatiale. Mais il n'y avait pas que. On a dans notre massif des morts un site remarquable qui est la Chartreuse de la Verne. Donc 10 chartreuses d'hommes qui vivent seuls, chacun avec leur jardin et leur outillage, dans un local personnel dédié, et qui au XIIe siècle encore vont au départ vivre une vie de prière et de solitude, suivant la règle de Saint Bruno, mais progressivement, par les dons qu'on leur fait, ils se retrouvent au bout d'un siècle être les plus riches propriétaires de tout le massif des morts. Donc des conflits avec des seigneurs locaux, à titre d'exemple, bon, c'est eux qui géraient l'exploitation du sel, qui est près d'Hyères, donc des revenus quand même qui étaient très importants. Alors ils ont su amener une exploitation rationnelle du massif, notamment en imposant à leurs paysans l'implantation d'un châtaignier par an, parce que le châtaignier produit de la farine de châtaigne, c'est l'arbre de vie,
et puis un agneau également tous les ans. Donc je ne rentre pas plus dans le détail, mais il y a un travail intéressant. Ici, vous avez la serpentinite verte qu'ils avaient extrait d'une mine. Il y en a une à la Croix-Valmer, mais il y en avait une aussi en dessous de la Chartreuse, et une statue de la Vierge, parce que tous les monastères s'appellent Notre-Dame. Oui. Esprit, es-tu là? Donc ailleurs, ça c'est au plan de la tour, ce travail des moines va consister à replanter la vigne, donc c'est le cas ici, avec la tour du plan, qui est une construction de l'abbaye de Lérins pour protéger les paysans des incursions régulières qui se pratiquaient au Moyen-Âge. Voilà l'intérieur de cette tour qui est aménagée, qui servait à stocker le vin avant de l'amener à Sainte-Maxime, à la tour carrée. Mais il y a d'autres constructions, comme ce moulin sur lequel on a travaillé à Sainte-Maxime, qui est remarquable par ses ouvertures et qui est le fait de monastères. À l'époque, un moulin, c'est la richesse aussi, au Moyen-Âge. Donc c'est le fait du prince, c'est ceux qui gouvernent qui l'ont, c'est les seigneurs, ceux qui ont les moyens de le faire tourner. Et comme à cette époque, les religieux sont riches, sont comtes évêques, eh bien, ils peuvent faire construire des monuments importants pour cela. Voilà un petit travail, je vais en finir, d'une extraction de résine dans nos collines qui a été refaite par l'association. On voit ici mon ami Jacques Gauthier qui s'est beaucoup investi dans la réalisation de cette, comment on appelle ça en Provence, non, péguière. Ouais, une péguière. Voilà. Donc, il y a peut-être des nuages aujourd'hui, on n'a pas tout vu, on ne sait pas tout, mais demain, il fera beau et on en saura encore plus. Voilà, mesdames, messieurs, j'ai fini ma présentation.